Deuxième cours de biochimie métabo, et du coup, aujourd'hui, on va aborder le cycle de Krebs. Alors, on avait vu précédemment la glycolyse, qui était l'oxydation partielle du glucose en pyruvate. Maintenant, on va voir le cycle de Krebs, qui est, là, cette fois, l'oxydation complète du glucose, permettant ainsi la production de CO2, mais surtout, le plus important, de cofacteurs réduits, le NADH+, et le FADH2 qui sont utilisés dans la respiration mitochondriale, et de l'ATP. Du coup, le cycle de Krebs, c'est vraiment la voie centrale du métabolisme aérobique. Il se déroule dans la mitochondrie exclusivement, et il est couplé à la chaîne respiratoire pour pouvoir régénérer du NAD+, et ainsi produire davantage d'ATP. Du coup, comme je l'ai dit, il se déroule dans la mitochondrie exclusivement, en particulier dans la matrice mitochondriale pour la globalité du cycle, à l'exception d'une étape, celle de la succinate déshydrogénase qui se déroule dans la membrane interne, étant donné qu'elle est couplée également dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Du coup, il y a trois fonctions pour le cycle de Krebs. Premièrement, il permet d'oxyder complètement ces substrats. Il permet d'obtenir des cofacteurs réduits pour la phosphorylation oxydative dans la chaîne respiratoire mitochondriale, mais c'est aussi un centre métabolique qui permet la biosynthèse de différentes macromolécules, comme les acides gras, les acides aminés et d'autres macromolécules. Premièrement, on va commencer avec le devenir du pyruvate. C'est-à-dire que le pyruvate, initialement, on l'a produit dans la glycolyse. Donc notre pyruvate va rentrer dans notre mitochondrie et subir une réaction de décarboxylation oxydative qui est catalysée par le complexe multi-enzymatique qui est la pyruvate déshydrogénase, PDH. Et justement, cette pyruvate déshydrogénase, elle est composée de trois complexes sous-enzymatiques, E1, E2, E3, et elle a besoin de plusieurs cofacteurs, TPP, lipoate et du FAD. Du coup, elle consomme du CoA-SH pour transférer le groupement CoA sur le pyruvate pour obtenir de l'acétyl-CoA. On a une décarboxylation, c'est-à-dire la formation d'un CO2. Et on a la réduction du NAD+, en NADH+. Donc c'est bien une réaction d'oxydoréduction. Cette PDH, elle est soumise à des activateurs et surtout des inhibiteurs. Parmi les inhibiteurs, on a les témoins de forte charge énergétique, comme l'ATP. On a également le NADH+, l'acétyl-CoA et les acides gras qui vont venir inhiber cette PDH. Ensuite, parmi les activateurs, on retrouve le témoin de faible charge énergétique, c'est-à-dire l'AMP, le NAD+, le CoASH et le calcium. Du coup, le but de ces régulations, c'est justement d'ajuster l'entrée du pyruvate dans le cycle de Krebs selon les besoins énergétiques de la cellule. Parce que justement, si on a trop d'énergie, on n'a aucun intérêt à en faire plus, donc on va ralentir la PDH. Mais par contre, quand on sera en déficit d'énergie, justement, là on va vouloir accélérer la PDH pour justement faire plus de cycles de Krebs et plus d'énergie en retour. Ensuite, le coenzyme A, c'est un transporteur de groupe acyl, par exemple dans l'acétyl-CoA, dans le succinyl-CoA. On a une liaison thioester qui est très énergétique, et du coup, c'est un intermédiaire clé dans les réactions métaboliques puisqu'il permet de produire de l'énergie lorsque son groupement CoA est clivé. Du coup, si on prend une vue d'ensemble de notre cycle de Krebs, le substrat initial, c'est l'acétyl-CoA, qui est constitué de 2 carbones. Et les produits de ce cycle de Krebs, ça va être 2 CO2, 3 NADH+, 1 FADH2 et 1 GTP. C'est-à-dire qu'on va produire 4 cofacteurs réduits, et on va produire un ATP indirectement, puisque le GTP sera par la suite transformé en ATP, grâce à la nucléoside diphosphate kinase, et on va obtenir 2 CO2. Pourquoi c'est une oxydation complète de notre groupement acétyl? Parce que initialement, notre acétyl-CoA avait 2 carbones. Et en retour, à la fin d'un cycle complet, on obtient 2 CO2 séparément. Donc on obtient autant de CO2 que l'acétyl-CoA avait de carbone initialement. Donc on considère ça comme une oxydation complète. Au total, il y a 8 étapes du cycle de Krebs qui sont à connaître, dans les détails d'ailleurs.
Alors premièrement, on a la citrate synthase qui prend comme substrat l'oxaloacétate et l'acétyl-CoA et qui est une réaction de condensation, c'est-à-dire qu'on aura une condensation entre nos deux substrats qui nous permettra d'obtenir du citrate. Ensuite, on aura l'aconitase qui nous permet de passer du citrate à l'isocitrate, qui est une réaction de déshydratation puis de réhydratation, avec un intermédiaire entre les deux. Ensuite, comme troisième étape, on a l'isocitrate déshydrogénase, c'est-à-dire le passage de l'isocitrate à l'alpha-cetoglutarate plus CO2 plus NADH, et du coup, comme on peut le deviner grâce au produit, c'est une réaction de décarboxylation oxydative. Pourquoi décarboxylation? Parce que justement, on a eu la formation d'un CO2 à partir de l'isocitrate, et oxydative parce qu'on a eu la réduction du NAD+, en NADHH+. Ensuite, comme quatrième étape, on a la réaction catalysée par le complexe de l'alpha-cetoglutarate déshydrogénase. Déshydrogénase, ça veut dire qu'on a une oxydoréduction, et du coup ça nous permet de passer de l'alpha-cetoglutarate au succinyl-CoA, plus CO2 plus NADH+, et du coup, vu qu'on a du CO2 plus du NADHH+, ça veut dire qu'on est bien devant une décarboxylation oxydative. Donc, pour l'instant, le bilan, c'est la production de 2 CO2 et de 2 NADHH+. Maintenant, dans la deuxième moitié de notre cycle, on a la succinyl-CoA synthétase qui nous permet d'obtenir du succinate et du GTP. Et là, du coup, c'est une réaction de phosphorylation avec la production indirecte d'ATP, puisque je l'ai dit précédemment que le GTP était converti en ATP, ce qui nous permet d'obtenir de l'énergie. Ensuite, on a la succinate-CoA déshydrogénase qui nous permet de passer du succinate au fumarate, et là, du coup, c'est une simple réaction de déshydrogénation qui nous permet d'avoir justement du FADH2. Ensuite, on a la réaction qui nous permet de passer du fumarate à malate grâce à la fumarase, c'est une réaction d'hydratation. Et enfin, dernière étape du cycle, on a la malate déshydrogénase qui catalyse le passage du malate vers l'oxaloacétate et permet notamment la réduction du NAD+, en NADHH+. Et du coup, forcément, c'est une réaction de déshydrogénation. Ainsi, le bilan global de ce cycle de Krebs, c'est la production de 1 GTP, 2 CO2, 3 NADHH+, et 1 FADH2. Donc au total, on a 2 sites de décarboxylation, l'étape 3 et 4, 4 sites de production d'électrons, c'est-à-dire de réduction de cofacteurs réduits, les étapes 3, 4, 6 et 7, et une étape de phosphorylation avec la production d'un GTP, c'est-à-dire l'étape 5. Donc voilà, le bilan final de notre cycle de Krebs, comme je l'ai dit, c'est-à-dire pyruvate plus 4 NAD+, plus 1 FAD, plus 1 GDP, plus 1 PI, ce qui nous donne à la fin 3 CO2. 3 CO2 si on prend en compte la transformation du pyruvate vers l'acétyl-CoA, bien sûr, sinon ça fera uniquement 2 CO2 si on partait de l'acétyl-CoA. 4 NADHH+, si on part du pyruvate, alors que si on partait de l'acétyl-CoA directement, on aurait 3 NADHH+, 1 FAD et FADH2, et 1 GTP. Les électrons qui sont transportés via les cofacteurs réduits vont aider à alimenter la chaîne respiratoire pour produire davantage d'ATP et d'ailleurs pour être réoxydés, pour être réutilisés dans le cycle de Krebs. Et du coup, c'est un cycle qui est entièrement aérobique. Parmi les différentes régulations du cycle, on a la régulation par la charge énergétique, CE. C'est-à-dire quand on a une haute charge énergétique, c'est-à-dire que lorsque l'ATP est haut, notre cycle de Krebs sera inhibé. Et par contre, lorsqu'on sera en situation de faible charge énergétique, c'est-à-dire AMP ou bien ADP qui seront hauts, on aura une activation du cycle de Krebs. Et on a aussi une régulation par les substrats et les produits. C'est-à-dire que les activateurs seront l'acétyl-CoA, le NAD+, le ADP et le calcium. Et parmi les inhibiteurs, on aura l'ATP, le NADH+, le citrate et le succinyl-CoA. On peut notamment retrouver un lien métabolique entre le cycle de Krebs et la glycolyse, parce que lors de la précédente vidéo, on avait vu que le citrate pouvait inhiber notre glycolyse. Ça arrive seulement en cas de cycle de Krebs saturé, lorsqu'on a une accumulation de citrate. Ça va faire un rétrocontrôle, c'est-à-dire que lorsque l'ATP sera trop haut ou bien le citrate sera trop haut, on aura une inhibition de la glycolyse comme vous pouvez le voir sur le schéma ici.
Et du coup, ça permet ainsi une coordination métabolique entre la glycolyse et la respiration mitochondriale, puisque comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on est en surcharge énergétique, on n'a plus d'intérêt à faire davantage de glycolyse, ni davantage d'intérêt à faire de cycle de Krebs. C'est pour ça qu'il est important de trouver des moyens pour inhiber ces deux voies, afin de prioriser plutôt le stockage du glucose plutôt que sa dégradation. Enfin, les réactions de remplissage, aussi appelées les réactions anaplérotiques, certains intermédiaires vont servir à la biosynthèse dans d'autres voies métaboliques, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, notamment dans la synthèse d'acides aminés, la synthèse d'acides gras, et ces réactions de remplissage servent justement à compenser le déficit de certains intermédiaires. C'est-à-dire que par exemple, quand on va manquer d'oxaloacétate, eh bien il existe des réactions qui permettent d'en obtenir directement sans passer forcément par diverses étapes qui prennent du temps. La principale réaction, c'est celle de la pyruvate carboxylase, qui nous permet de passer directement du pyruvate à l'oxalacétate, sans passer par l'acétyl-CoA. Et du coup, ça prend du pyruvate, du CO2 et de l'ATP. Du coup, c'est une réaction qui consomme de l'énergie pour obtenir de l'oxaloacétate, de l'ADP et du PI. Du coup, ça nous permet d'obtenir de l'oxaloacétate en cas de déficit de celui-ci pour ainsi continuer le cycle et surtout éviter le désamorçage du cycle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.